un petit peu dur de passer après Fabien Galtier. Je joue pas au rugby. Je vais vous parler de data et de comment on apporte de la valeur au métier. Alors, moi, je travaille à la DSI, donc une équipe qui est surtout là pour apporter de l'aide au métier. Et c'est un petit peu ce que je vais vous raconter, le chemin qu'on a fait autour de ça. Alors, déjà en préambule, je pense que ça a déjà été bien dit ce matin, pour développer de l'IA, il faut 3 choses. Ce que tout le monde sait, vous le savez tous, il faut de la data gouvernée, de qualité, mais aussi de la data accessible, parce que trop souvent la data, elle est là, elle est présente, mais les personnes qui voudraient en dégager de la valeur peinent à y accéder. Elles sont dans des bases de données, éloignées, dans des zones sécurisées, c'est compliqué. Nous, on va essayer de faire en sorte que ce soit simple, et cependant sécurisé de s'y connecter. Un deuxième pan pour faire de l'IA, c'est qu'il faut des outils. Une fois qu'on a cette data, il va falloir la processer, donc bon, on va passer un peu à autre chose que Microsoft Excel, donc on va mettre des vrais outils. Dataiku, Tableau. Ce sont les 2 grands principaux qu'on utilise pour la data chez Bouygues Telecom et qu'on met en disposition des métiers. Ces outils sont de plus en plus importants, de plus en plus gourmands, en puissance, en taille, en énergie. C'est un challenge qui est une fuite en avant perpétuelle. À chaque fois qu'on met quelque chose, il faut un petit peu plus gros pour l'étape suivante. Et enfin, ce qui est très important, et voire même essentiel, c'est qu'il faut des compétences. On parle beaucoup d'IA qui remplace les gens. On ne va pas remplacer ceux qui font l'IA, ce sera peut-être les derniers qui seront là. Donc ces compétences, c'est très important de savoir les développer, de savoir les entretenir dans l'entreprise. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'on a fait. Donc il y a eu ces dernières années une très grande évolution des rôles à l'intérieur de l'entreprise. On part d'un monde dans lequel les métiers, ils étaient un petit peu dans la constatation de ce qui se passe. Ils accédaient aux données, ils faisaient beaucoup de data viz, des dashboards de suivi, mon chiffre d'affaires, mes commandes, mon forecast, des petites choses comme ça. Et puis, souvent, ces dashboards, ils demandaient à des consultants ou à la DSI de les faire. Il fallait faire des univers business objects, des choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup de demandes externes. Ce monde, il est en train de plus en plus de disparaître. Les métiers, ils veulent être autonomes. Quand je dis métier, c'est les métiers cœur, mais aussi les fonctions support, les RH, la compta. Ils veulent accéder à leur data, ils ne veulent pas que la constater, ils veulent aussi pouvoir faire du forecast, pouvoir faire de la segmentation, faire de la prévision. Et donc, ils vont avoir besoin d'être autonomes là-dessus. Et de plus en plus, le métier de la DSI, ça va plus être de produire ces indicateurs, ces KPI, ces tableaux de bord, mais ça va être de mettre à disposition de la data et des outils au métier pour qu'ils soient en capacité eux-mêmes de construire ces modèles, de mettre en place cette IA. Aujourd'hui, dans une entreprise comme Bouygues Telecom, les data scientists, les experts en data viz, ils ne sont pas à la DSI. Ils sont beaucoup plus nombreux dans des équipes du marketing, de la stratégie, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et donc, c'est plus la DSI, c'est plus la tech qui produit le cœur de ces sujets d'intelligence artificielle, de machine learning. C'est les équipes métiers de plus en plus qui sont autonomes, même si on continue un petit peu à en faire. Donc pour atteindre ça, on a eu une première époque qui était l'époque du on-premise, qui remonte un petit peu, hein, qui est une page qui est en train de se tourner, dans laquelle on a tout installé chez nous. On a mis Tableau, Dataiku, une grosse base de données Teradata. Tout le monde pouvait s'y connecter, il y avait déjà une certaine autonomie, les gens étaient plutôt contents. Mais bon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la puissance, elle n'est jamais suffisante. Il y a toujours un data scientist qui veut tester un modèle génial, qui va nécessiter une puissance de compute incroyable et brasser la moitié des données de l'entreprise. Et qui, du coup, quand on est on-premise et qu'on n'a pas la possibilité de faire de la scalabilité, va être envahissant par rapport à tous ses collègues. C'était aussi compliqué de monter de version, on n'avait pas de déploiement automatisé, pas d'accélérateur GPU on-premise. Maintenant, quand on commence à faire du deep learning, si on veut même, on ne fait pas forcément notre propre strat GPT, mais rien que des LSTM ou des réseaux convolutifs, c'est un petit peu compliqué sans GPU quand on commence à avoir des données. Et puis,
On-premise, très compliqué d'exposer des API pour les métiers, parce que quand on est on-premise dans la data, souvent on a des zones très sécurisées, de données, etc. Donc aller exposer une API qui va exposer un score, c'est relativement compliqué. Donc tout ça c'était fonctionnel, mais on avait besoin d'avancer. Donc la deuxième génération, voilà, donc on migre sur le cloud. Donc là, pour l'autonomie, c'est quand même quelque chose de très vertueux, parce qu'on va enfin avoir de la scalabilité, on va être en capacité d'avoir des outils qui vont répondre à la demande au bon moment. Donc on n'est pas obligé d'avoir des VM dormantes toute la nuit. Donc on a migré beaucoup de choses. Cette année, on a migré notre grosse base de données Teradata sur le cloud, sur GCP. Dans la foulée, on a également migré Tableau. Et Dataiku est en train de suivre, avec un moteur Kubernetes derrière qui va permettre d'avoir la puissance de compute pour répondre à tous les use cases métiers qu'ils ont envie de développer. On a une meilleure accessibilité sur le cloud, hein, on a des zones d'adressage plus simples, on peut déployer des applications mobilité, ça peut être la data vis sur le mobile, ça peut être le fait de pouvoir déployer des API avec par exemple un API Node de Dataiku qui va pouvoir enfin être mis en visibilité depuis les zones cloud. Mais bon, hélas, ce paradigme, il n'est pas valable pour tout, parce que dans les télécoms, on est quand même un métier extrêmement régulé, et on ne peut pas tout mettre sur le cloud, ou en tout cas un cloud qui ne serait pas ce qu'on appelle un cloud souverain, chose qui n'est pas encore vraiment déployée. Donc on a une part de nos données, ce qu'on appelle les données d'usage, typiquement qui a appelé qui, à quelle heure, qui a envoyé un SMS à qui a borné sur quelle antenne. Ces données-là détaillées, en fait, elles vont devoir rester on-premise, donc il y a une petite part qui va rester chez nous. Mais par rapport à l'ensemble des use cases d'intelligence artificielle, c'est ces données qui sont extrêmement volumiques, elles sont extrêmement marginales en termes d'utilisation. Et donc Dataiku a eu un rôle assez important pour la démocratisation de la donnée auprès des métiers. C'est le principal outil qu'on met dans la main des métiers et on le destine à beaucoup de populations. On avait historiquement des ETL, comme Informatica par exemple. On souhaite un peu tourner la page et essayer, pour moi qui suis à la DSI, de maintenir moins d'outils. Parce que on souffre tous beaucoup collectivement à la data de la pléthore des outils, de la pléthore des sources de données, de la pléthore des outils pour les processer. Donc Dataiku, on va le destiner à trois populations, qui sont les data engineers, côté métier, qui vont avoir besoin d'alimenter leur propre data lab, de cruncher leurs données, de préparer leur table pour faire leur dashboard, de préparer leur table pour faire leur modèle. Aux data scientists, donc avec toutes les capacités de Dataiku pour faire des modèles, simples, compliqués, de la régression au deep learning. Et aux ingénieurs IA, les ingénieurs IA, je le distingue un petit peu du data scientist, c'est plus ceux qui vont faire vraiment du deep learning, qui vont aussi utiliser Dataiku. On va l'utiliser pour différentes fonctionnalités, ça va être tout ce qui est exploratoire. On va laisser les métiers être en capacité d'aller chercher dans des données, voir ce qu'il y a, est-ce que tel modèle pourrait être pertinent ou pas, l'évaluer, en regarder l'efficacité, lancer des traitements récurrents, donc faire de la prod métier, en fait, hein, avec des SLA qui ne sont pas ceux qu'on a sur les données du socle de la DSI. Mais avec des automation nodes, on va laisser les métiers être en capacité d'avoir des entraînements récurrents, des scorings récurrents qu'ils vont pouvoir faire eux-mêmes. Et bientôt exposer des API pour, dans les cadres de POC, de choses comme ça, être en capacité d'exposer. Et surtout, ça permet de faire des choses à la demande. Quand il y a un data scientist qui a envie de tester quelque chose de très important, et bien avec le cloud, on aura l'élasticité dont il dispose, et ses collègues pourront continuer à bosser, même si lui, il a besoin beaucoup de puissance. Et on aura également la capacité d'avoir des GPU. Donc il n'y aura plus de crainte à aller voir une série temporelle pourrait forecaster tel ou tel phénomène. Ce ne sera plus un problème particulier. Et je vous ai aussi parlé des personnes, hein, parce que tout ça c'est bien, mais on essaie aussi de développer les collaborateurs. Alors beaucoup en ont parlé ce matin, on a un petit peu la même approche en fait, c'est le fait de dire on va créer une filière expert. Comme dans beaucoup d'entreprises, jusqu'à pas si longtemps, le seul moyen de progresser c'était la voie managériale. Il fallait être chef, plus grand chef, gérer du budget, plus de budget, c'était comme ça qu'on progressait dans l'entreprise. Maintenant on souhaite valoriser la compétence technologique. Le fait de monter en compétence, de coacher ses pairs, de participer à des salons, de faire des interventions, d'aller dans des écoles, de former des étudiants.
Et donc on a créé cette filière expert avec plus de 10 domaines de compétences, certains très génériques, d'autres plus telco, avec des choses sur la radio, les cœurs, les routages IP, etc. Et il y en a un qui est le domaine Data IA, que j'ai la chance de co-animer avec un de mes collègues. Et donc on essaie de faire grandir les data scientists, qu'ils soient à la DSI ou au métier, pour être en capacité de rester au niveau et d'aider tout le monde à mieux travailler autour de la data. Donc on anime des sessions de partage, des formations à l'intérieur de l'entreprise. Bon, je vais finir par vous raconter quelques petites concrétisations parce que c'est quand même plus sympa. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus et vous avez raison. Donc 3 use cases qui ont été faits avec plus ou moins une autonomie métier. Le premier, c'est le scoring de commandes. Un opérateur télécom comme nous, ça prend plusieurs milliers de commandes par jour. Bon, il y en a qui ne sont pas très fair-play. Quand on prend un mobile assez premium, il est assez fortement subventionné avec l'abonnement. C'est bien, si l'abonnement n'est pas payé derrière, le mobile est dans la nature, pour nous c'est un peu compliqué. Et puis avec la carte SIM qui vient avec, on peut faire des choses pas très sympas, mettre ça dans une pondeuse d'appel qui appelle un numéro surtaxé en Roumanie. C'est pas génial parce que nous derrière, l'opérateur roumain, on le paye, puis la personne elle ne paye jamais la facture. Donc on aime bien savoir quand on a une commande si elle est quand même destinée à un usage plutôt fair-play ou un petit peu moins. Donc on est capable de scorer ces commandes et de savoir si c'est quelque chose qu'on peut valider les yeux fermés ou si au contraire on va quand même regarder d'un peu plus près, voire appeler la personne. Donc ça c'est des choses qui sont développées par les métiers avec des réentraînements qui sont très, très fréquents sur Dataiku. Je crois qu'on rentraîne tous les mois, quelque chose comme ça, parce que les fraudeurs, ils changent beaucoup, c'est des gens malins, donc il faut réapprendre. Et ça c'est quelque chose qui marche relativement bien et sur lequel il y a des ROI qui sont conséquents, parce que un smartphone c'est cher. Et puis les appels qui peuvent partir à côté, c'est encore plus cher. Donc ça, c'est voilà, un use case quasiment en autonomie métier, depuis A jusqu'à Z. Il y a juste la partie exposition en API qui n'est pas faite par les métiers. Les scores de remboursement, c'est bon. Il arrive parfois qu'il y ait des facturations qui soient un petit peu ratées, à tort, des appels surtaxés qui ne l'étaient pas, ou des choses comme ça. Donc on doit rembourser des clients. Donc c'est bien, nos conseillers, ils ont la latitude de rembourser les clients. On est mieux quand on ne s'est pas trompé, mais quand on s'est trompé, évidemment qu'on rembourse ce qu'on doit rembourser. Mais cette latitude à donner de l'argent un peu à tout le monde, elle est quand même un petit peu dangereuse. C'est bien si on rembourse un client qui a été facturé à tort, mais si c'est pour la troisième fois donner 30 € à Tata Monique, c'est un peu compliqué. Donc il faut qu'on regarde ces sommes conséquentes qui circulent. Donc ça c'est pareil, c'est des gestes qu'on va scorer, donc c'est un petit peu notre type de comportement compliqués qui peuvent exister, qui ne sont pas cette fois vers l'externe, mais vers l'interne. Donc là c'est pareil, c'est des sommes qui à l'échelle sont conséquentes, et le fait d'être capable de dire ce remboursement on va le valider les yeux fermés, ou on va peut-être le challenger un petit peu, c'est des choses qui sont très importantes, et sur lesquelles sans IA, vu les volumes, on ne peut pas faire ça manuellement. Et enfin, un petit peu plus technologique, un peu plus récent, c'est la liste de conversations. On a à peu près 70 000 appels dans nos services clients quotidiennement. C'est beaucoup. Bon, la plupart des appels sont résolus la première fois, mais il arrive, hélas, qu'il faille un deuxième, un troisième appel pour traiter le problème. Et le deuxième ou le troisième conseiller qui prend l'appel ou le chat ou autre moyen, il a parfois un petit peu de mal à savoir ce qui s'est passé la fois précédente. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui font écrire aux conseillers des résumés ou des comptes rendus d'appels. C'est un petit peu fastidieux. S'il y en a 70 000 à faire tous les jours à l'échelle, c'est assez conséquent en coût. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transcrit les conversations avec un speech to text et on envoie ça à GPT-3.5 en lui posant une dizaine de questions sur l'appel. Voilà, quel était le sujet, quelles sont les actions qui ont été prises par le conseiller, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la tonalité était plutôt agréable, enfin des questions comme ça. Un petit peu comme dans la démo de Dataiku qui a été faite ce matin, on lui demande de générer un JSON. Donc GPT, il est assez fort, il arrive à faire des JSON, des fois il se trompe un peu dans la syntaxe, on la rattrape derrière, mais ça marche. Et après, on renvoie ça vers nos CRM et nos dataware, et donc toutes nos conversations sont analysées et on sait ce qui s'est dit. Et nos conseillers, s'ils doivent prendre une réitération d'appel, ils ont un petit résumé très sympa à lire de quelques lignes qui leur permet de savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans l'appel précédent. Et ça, c'est une vraie valeur. Donc c'est des choses qui n'étaient pas fonctionnelles avant d'avoir GPT-3.5, ça ne marchait pas, l'IA générative, elle faisait des contresens, des erreurs, c'était pas pertinent. Et depuis GPT-3.5, on est capable de résumer une conversation. Typiquement, c'est des conversations qui font entre 5 et 10 minutes.
En général, ça rentre dans les modèles 4000 tokens. Parfois, il faut aller aux 16 000 tokens. Mais sinon, ça rentre. Donc ça a une bonne valeur. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je serai au cocktail.